Bonjour à tous. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à Medinop pour cette première table ronde d'ouverture consacrée au RDM, RDMDIV, quelle perspective. Alors, je vais rapidement présenter les deux modérateurs de ce débat. Je vais tout d'abord commencer par Muriel Gonidec. Muriel, bonjour. Vous êtes Bonjour. directrice associée au sein d'EDM Expert, qui est un portail Internet destiné à faciliter aux entreprises du secteur médical l'accès à des consultants sélectionnés, mais qui est également un organisme de formation dont le président fondateur est Denis Durand-Viel. Alors, vous avez travaillé, vous, 15 ans dans l'industrie, principalement en R&D dans le diagnostic in vitro, et puis en tant que consultant sur les dispositifs médicaux depuis à peu près 5 ans. Donc, Muriel, je vous souhaite la bienvenue à ce débat et je vous remercie d'avoir accepté de l'animer. Vous serez d'ailleurs accompagné de Jean-Louis Divou. Alors, Jean-Louis, vous possédez plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'implants actifs de classe 3. Vous êtes aujourd'hui consultant et expert en dispositifs médicaux implantables actifs, en technologie avancée, en matériaux et procédés, ainsi qu'en assurance qualité et affaires réglementaires. Donc, beaucoup de choses. Vous êtes en parallèle expert consultant près de la Commission européenne et membre fondateur de l'association Team PRRC. Donc Jean-Louis, je vous souhaite également la bienvenue. Je vous remercie également d'avoir accepté ce débat. Je vais vous laisser la main d'ici quelques instants pour entamer cette table ronde. Et je vous souhaite tout le succès et un beau débat. Je pense qu'on a des intervenants de qualité et on est parti pour 1 heure de discussion. Voilà. Merci à vous. Eh bien, merci David. Je vais donc présenter nos invités par ordre d'intervention. Nous accueillerons à cette table ronde Madame Céline Wurst, déléguée générale du Comident. Cette organisation professionnelle des entreprises de la santé bucco-dentaire, le Comident, rassemble plus de 150 fabricants et distributeurs sur notre territoire. Nous aurons ensuite, autour de cette table, Madame Cécile Vaugelade, directeur des affaires technico-réglementaires du SNITEM. Pour mémoire, le SNITEM est le syndicat national de l'industrie des dispositifs médicaux. Il fédère plus de 500 membres. Mesdames Wurst et Vaugelade, vous nous apporterez donc le témoignage des fabricants de dispositifs médicaux. Nous accueillerons également Monsieur Lionel Dreux. Bonjour, vous êtes le président du GEMED. GEMED, c'est l'organisme notifié français qui délivre des certificats pour les dispositifs. Et GEMED est notifié pour le règlement sur les dispositifs médicaux et bientôt pour le règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. GEMED est aussi un organisme pour les certifications ISO et le programme NDSAP. Bienvenue parmi nous. Nous accueillons un autre organisme notifié, Mr. Gary Slack, good morning. You are Senior Vice President, Global Medical Devices at BSI Group, and BSI is a leading EU notified body, according to all directives and both regulations on medical devices. BSI also provides conformity assessments under the new UKCA scheme. Thank you very much for joining. I will repeat this introduction in French. Monsieur Gary Slack est vice-président senior pour les dispositifs médicaux au sein du groupe BSI. Et BSI est un des principaux organismes notifiés de l'Union européenne au titre de toutes les directives et des 2 règlements européens sur les dispositifs médicaux. C'est aussi un organisme pour le nouveau marquage UKCA. Monsieur Jean-Claude Ghislain, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé le secteur des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la SAPS, puis les affaires européennes et internationales de l'ANSM. Vous avez représenté les autorités compétentes françaises au MDCG jusqu'en septembre 2019. Donc, vous avez largement contribué à l'élaboration des règlements européens et votre point de vue sur leur application nous intéresse beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour de nouveau, et donc nous accueillerons pour la suite des débats Madame Caroline Boulevin, directrice générale adjointe du SDIF. Bonjour. Bonjour. Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro fédère les acteurs industriels du diagnostic in vitro avec plus de 100 sociétés adhérentes et représente 90% du chiffre d'affaires du DIV en France.
Madame Boulevin, vous nous apporterez donc le retour d'expérience des fabricants de votre filière dans Tout leur à fait, préparation au règlement sur les dispositifs du diagnostic in vitro. tout à fait. Merci. Nous restituerons ensuite le témoignage de Madame Monique Grandet de Guénin, directrice générale des établissements Grandet, qui n'a pu se joindre à nous ce matin. Avec ses 8 employés, cette PME est spécialisée en dispositifs médicaux d'ORL, notamment les prothèses trachéales, de chirurgie et de liposuction. Merci Jean-Louis. Nous accueillerons également Monsieur Cyril Prudhomme. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et développement de la société Moria, qui compte 175 employés et s'est spécialisé dans les dispositifs de chirurgie ophtalmologique. Merci d'être parmi nous pour témoigner de la mise en œuvre pratique du RDM. Jean-Louis, tu as des informations à partager avec nous sur le sujet du RDM. Je te rends la main. D'accord. Nous allons tout d'abord effectivement nous focaliser sur le règlement des dispositifs médicaux applicables, comme chacun sait, dans une semaine. Voici tout d'abord les résultats d'une enquête réalisée auprès des syndicats professionnels sur l'estimation du degré de préparation des fabricants. Nous attendons la première diapositive. Et donc, je demanderai dans un premier temps à Madame Wurst de commenter ces résultats. Alors, cette préparation des fabricants. Bonjour à tous, ravi de participer à cette session et en tout cas de représenter le secteur dentaire qui est peu souvent en fait dans ce genre de réunion. Le secteur dentaire, un petit rappel bien évidemment. Donc les soins sont organisés par les chirurgiens dentistes des cabinets libéraux plutôt, et pour la plupart ils utilisent donc des dispositifs médicaux pour soigner leurs patients. Donc effectivement, il nous a été demandé en tant qu'organisation professionnelle regroupant ces industriels d'essayer d'estimer à peu près le degré de préparation. On est à quelques jours effectivement de l'application de ce règlement, tout en sachant que ça fait des années qu'on y travaille. Donc on a essayé un petit peu de voir ça. Donc pour nous, on a un peu plus de la moitié, puisque c'est 60% qui estiment, en tout cas c'est le ressenti que nous-mêmes nous avons de nos entreprises adhérentes, être prêtes pour l'application de ce règlement ou proche de l'être. Alors peut-être un rappel que je dois faire, c'est-à-dire que dans le secteur des dispositifs médicaux de la santé bucco-dentaire en France, une grosse majorité des entreprises sont des distributeurs, puisque ce sont des filiales françaises. Et donc, on a une petite partie de fabricants. Donc, le travail était un petit peu différent, même s'il a été extrêmement important, puisque les distributeurs ont des nouvelles obligations effectivement importantes dans ce règlement. Il reste quand même que 30% sont à mi-chemin. À quelques jours, comment peut-on évaluer? C'est compliqué. Et puis, 5% commencent à se préparer et 5% pour nous n'ont pas encore fait de choses et sont en train de réaliser sans doute que le monde va un petit peu changer. Voilà. Donc, c'est des points importants. Il reste bien évidemment des inquiétudes très, très fortes et qui vont se multiplier sans doute dans les quelques jours, effectivement, concernant cette mise en application. Mais on espère, et en tant que représentante d'une organisation professionnelle, que l'ensemble de nos adhérents s'est mis effectivement au travail, puisque c'est quand même notre travail quotidien de les accompagner depuis des années sur tous ces changements qui s'opèrent, puisque même s'il y a ce règlement européen, les directives ont toujours évolué. Voilà ce que je pouvais dire. Je pourrais compléter, mais je laisse la parole à Cécile Vaugelade. Nous vous remercions, Madame Wurst. Oui, effectivement, le SNITEM qui adresse effectivement plus largement les dispositifs médicaux au sens large, notamment en France. Je voudrais donc avoir le ressenti de Madame Vaugelade à ce titre. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, merci de cette invitation à quelques jours de la mise en application de ce règlement
je dirais tant attendu hein, finalement par tous les acteurs, parce que c'est peut-être un des éléments à rappeler, c'est qu'il aurait dû rentrer en application il y a maintenant un an, en mai 2020. Alors évidemment, tout le monde a été très concentré sur la crise, mais cette année supplémentaire a sans doute aussi joué dans la possibilité pour les fabricants de se préparer malgré tout, et même s'ils avaient la crise à gérer en même temps. Un des éléments, ce qu'on a indiqué, nous, c'est qu'on estime que très majoritairement, les fabricants sont prêts pour le règlement, parce qu'ils s'y sont intéressés. Évidemment, il a été publié en 2017 et depuis donc maintenant 4 ans, ils ont mis sur le métier toutes les étapes à franchir. Il ne faut pas oublier qu'on a cette période de grâce, hein, c'est 3 ans jusqu'en 2024, qui vont permettre de passer au fur et à mesure, et on l'espère bien au fur et à mesure, et pas avec le mur de 2024, disons le stock des produits qui doivent eux-mêmes passer sous les planches codines du nouveau règlement pour pouvoir continuer à être mis sur le marché. Et donc, ça va pouvoir se faire progressivement sur le stock, sur le flux évidemment, ou sur les dispositifs de classe 1. On est là maintenant au pied du mur, puisque dans une semaine, il faut que les produits puissent être conformes et auto-certifiés ou certifiés au règlement pour être mis sur le marché. Et là, on voit bien que malgré la bonne volonté de tous les acteurs, à certains égards, de temps en temps, ça peut poser des questions. Vis-à-vis de la dernière ligne droite qu'ont à atteindre les fabricants pour être conformes, mais vis-à-vis aussi de toutes les infrastructures dont il y a besoin pour pouvoir faire fonctionner le système. On a la chance d'avoir 2 organismes notifiés qui sont reconnus au titre du règlement à notre table ronde aujourd'hui. Seulement 20 le sont hein, sur la presque cinquantaine au titre des directives. Et donc, tous les fabricants qui ont des certificats qui arrivent à échéance dans l'année et dont les organismes notifiés ne sont pas encore reconnus au titre du règlement se posent évidemment beaucoup de questions. Donc, d'une façon générale, je pense que tout le monde a bien pris la mesure, en particulier quand on est fabricant, de l'importance de cette transition. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, effectivement, sur tous les opérateurs. Et Céline l'a rappelé, il y a de nouvelles obligations très, très claires qui sont indiquées dans le règlement pour tous les opérateurs de la chaîne. Donc, il y a encore des étapes à franchir. Mais par contre, je pense que les fabricants se sont mis en ordre de marche, effectivement, pour pouvoir franchir cette étape dans les meilleures conditions. Très bien. Écoutez, nous allons en profiter pour la présence de ces organismes notifiés pour effectivement évoquer la présence de ce mur. Je passe la main à Muriel. Merci Jean-Louis. Oui, merci d'avoir évoqué cette nécessité de passer le stock progressivement parce qu'on voit que les certificats vont expirer progressivement jusqu'en 2024. Donc, vous voyez là à l'écran les résultats d'une enquête récente de Team NB sur les dates d'expiration des certificats directives. Donc, c'est le nombre de certificats qui expirent chaque année, donc en 2020, 2021 et jusqu'à 2024. Rappelons que Team NB est une association d'organismes notifiés. GMED et BSI comptent parmi les fondateurs de cette association. Et sur ce graphe qui rassemble les données de 34 organismes notifiés, on voit que beaucoup de certificats directives ont été prolongés au maximum jusqu'à la fin de la période de grâce. Alors probablement que tous ces produits ne seront pas maintenus par les fabricants, mais par ailleurs, de nouveaux certificats devront être émis pour les dispositifs de classe 1 qui changent de classe. Donc, on pressent qu'il y aura un pic de certificats à émettre en 2024. Et ma première question pour vous, Monsieur Dreux, c'est comment ferez-vous pour absorber ce pic ? Merci de nous avoir invités à cette table ronde et donc de nous donner l'opportunité d'intervenir en tant qu'organisme notifié. Alors, première chose, la lecture de ce graphique. Quand on regarde un peu plus dans le détail des informations qui sont remontées par Team NB, la grosse barre de 2024 porte principalement sur des certificats de système management de la qualité qui emportent avec eux des dispositifs de classe 2 qui, dans le cadre des règlements, seront classés
en catégorie ou groupe générique et qui sont associés à des certificats produits type certificat de dispositif de classe 3, dont les échéances, elles, par contre, vont s'étaler entre 2021 et 2024. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces certificats en 2024 ne seront pas traités uniquement dans cette dernière partie, puisque il est important que l'ensemble des fabricants étalent et planifient leur charge de transition vers les règlements sur l'ensemble de la période de grâce, et donc vont solliciter les organismes notifiés progressivement pour faire une transition de leur dispositif vers les règlements progressive et par ensemble, par sous-ensemble, ce qui fait que on va pas se retrouver avec un mur en 2024, mais on va se retrouver par contre avec une charge importante. Et ça, nous, on l'a pu le constater dans une enquête qu'on a conduite auprès de l'ensemble de nos fabricants fin 2019, début 2020, qui nous montre malgré tout une charge qui reste très importante sur 2024, qui n'est pas au niveau de ce mur, mais qui reste très importante. Il est donc essentiel que l'on travaille de concert avec l'ensemble des fabricants, organismes notifiés et fabricants, pour pouvoir absorber cette charge de transition progressivement. Il est absolument aussi essentiel, et on le verra, je pense, dans la suite de la table ronde, que les fabricants fassent leur demande de certification sous règlement suffisamment tôt et n'attendent pas, bien entendu, les dernières limites et les dernières échéances de leur certificat sous peine de rupture de certification. Et puis, les organismes notifiés, et là je parle notamment en particulier pour GMED, nous préparons maintenant depuis plusieurs années cette arrivée des règlements et cette charge très importante qui est associée, et nous nous y préparons en augmentant de façon très importante nos capacités, et notamment nos capacités dans le domaine de l'évaluation des produits, puisque les règlements apportent une charge très importante sur cette activité d'examen des dossiers techniques, que ce soit des examens des dossiers techniques de classe 3 que des examens des dossiers techniques de classe 2 qui portent des changements très très importants. Et donc le message à passer à l'ensemble des industriels, c'est bien entendu d'anticiper ces transitions, de ne pas attendre le dernier moment, de faire une transition de leur gamme de produits progressivement, et donc de dialoguer avec les organismes notifiés pour pouvoir planifier l'ensemble de la charge sur toute la période de grâce. Just for Gary, I will translate some of the answers that I give to the attendees. I just said that the number of certificates in 2024 is mainly quality management system certificate, and so on. The load of the transition to the regulation is not only in 2024, but is based on the four years of the grace periods. I just also said that it's important for manufacturers to discuss with their notified body to anticipate the transition and to planify the transition on the regulation for their devices, and to try to find the best way to take this load for the future. And last thing, I said also that as notified body, we worked in the past to prepare this transition to the regulation by hiring new people in our staffs to be able to increase our capacity to take into account this new load, especially for product examinator. Thank you, Mr. Joy. Mr. Slack, do you anticipate also a peak in 2024? And how will you cope with this peak? Okay, I think this is probably one of the things that is keeping me and my team awake at night, because it is a concern. I think I'll repeat some of what Mr. Drew said. I think
We know there are a lot of certificates expiring in late 2023 and 2024, but if those expirations are left too late, I think you are running a risk as a manufacturer of having products taken off the market. I would also reiterate the point that some of those certificate expirations are quality management certificates as well. If you look at the fact there are 20 notified bodies currently designated under the IVDR, under the MDR, only 4 under the IVDR, and at its peak, there were 56, I think, under the medical device directives and the AIMD and IVD directives just prior to the regulation coming in. But at one point, it was nearly 80 notified bodies. So there's a significant drop. If you look at the growth in the number of staff from the Team NB survey, and I think Mr. Drew covered this, that's gone from under 1,000 to nearly 2,800 over the last 8 or 9 years. So there's been a growth of about 20% per year by notified bodies and the staff they're using to undertake these assessments. But I still think there will be a major issue. I think if we have a lull in applications under the MDR through 2022 and early 2023, and then subsequently there's a significant increase in the second half of 2023 and early 2024, there is a very significant risk that we will not get through all of these applications. And probably the other consideration is behind this are the other things that need to be in place in order to get through this tsunami of applications. If this happens, is it would also cause a bottleneck in areas like the MDCG expert group, probably in medicines consultations, and probably affect products, for example, with animal tissue. So I think my advice would be the same. Talk to your notified body early, share your product cadence with your notified body as early as you can, try to stick to it. One other thing that we will do, I'll come on to the after the next statement, is I think you also need to be talking to your notified body about how you submit your application, and I'll come on to that after the next question. Thank you. Okay, thank you, Mr. Slack. Je vais essayer de résumer très brièvement ce que Monsieur Gary Slack a dit. Donc, du côté de BSI, on anticipe effectivement une très forte charge de travail et le risque de ne pas y arriver existe. Donc, il faut vraiment s'y prendre très tôt et dialoguer très en amont avec son organisme notifié en tant que fabricant pour avoir une chance d'être dans les temps et de décrocher ses certificats UE. Oui, je vais maintenant me tourner vers Monsieur Ghislain. Alors, il y a quand même un risque qu'on n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez nous suggérer quelques mesures qu'on pourrait raisonnablement envisager pour franchir l'obstacle de la fin de la période de grâce? Bien, écoutez, d'abord, merci pour votre invitation à participer à cette table ronde. Écoutez, avant d'envisager de nouvelles mesures, je voudrais juste prendre un instant pour rappeler que beaucoup de mesures ont déjà été prises. Ça a déjà été évoqué très brièvement. D'abord, le règlement lui-même, cette fameuse période de grâce, qui n'en est pas une, en fait, qui ne consiste pas à attendre 2024, mais qui était destinée, au contraire, à mettre la souplesse dans l'étalement de la charge que tout le monde allait avoir à subir. Donc, le règlement, il n'appelait pas à renouveler tous les certificats en 2024, surtout pas, mais bien à étaler les travaux. Et puis, d'ailleurs, je ferai remarquer au passage que 2017-2024, c'est mieux que ce que moi, quand j'étais dans les hôpitaux dans les années 90, c'est mieux que 93-98. Donc, on avait quand même fait déjà une approche assez raisonnable. Puis, il y a eu le corrigendum, le deuxième corrigendum, qui a permis là encore, d'étaler l'accès à des certificats pour des fabricants de classe 1 reclassés. Et enfin, le report d'1 an dans le contexte de crise sanitaire. Alors, vous évoquez l'hypothèse d'une nouvelle mesure. D'abord, une nouvelle mesure de report, elle paraît vraiment très peu probable aujourd'hui. En tout cas, elle est très prématurée de l'envisager. Ça serait probablement un très mauvais message, un mauvais signal et une mauvaise solution, alors que la nécessité, c'est la mobilisation générale pour y arriver. Voilà, donc j'ai tendance à considérer que finalement, comme cela vient d'être évoqué par mes collègues des organismes notifiés,
Voilà, il faut pas raisonner avec des chiffres 2024, mais il faut raisonner finalement à quelque chose qui pourrait ressembler à de l'ordre de 4 à 5 000 certificats chaque année d'ici l'échéance. Alors c'est évidemment considérable et ça nécessite beaucoup d'organisation. Donc je suis désolé, je ne vais pas vous imaginer de mesures, en tout cas d'ordre législatif. En tout cas, encore une fois, ça serait très prématuré et ça n'est pas le sujet du jour. La seule voie possible pour moi, mais ça vient d'être dit, donc je ne peux que souscrire à ce qu'ont dit mes collègues, c'est l'anticipation, la priorisation, la planification. À l'anticipation, j'ai passé beaucoup de temps au fil des dernières années pour inviter l'ensemble des fabricants à se mobiliser, à anticiper, à développer des stratégies appropriées, tenant compte notamment des spécificités de certains groupes de dispositifs médicaux qui ne sont pas tous impactés de la même façon par le règlement. Il y a des obligations communes à tous les produits, mais il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Prioriser en dialogue avec les organismes notifiés, étaler les demandes. Voilà, donc je pense que je n'ai pas beaucoup à ajouter de ce point de vue, si ce n'est, mais je sais que c'est déjà le cas, si ce n'est que je pense que la Commission européenne, avec le groupe de coordination, le MDCG, doit faire un suivi évidemment très rapproché et je salue les travaux de Team NB notamment qui permettent d'apporter des éléments concrets et permettent un suivi rapproché de l'évolution de la situation. Et ma foi, eh bien, on verra bien dans quelques temps comment tout cela a évolué. Mais encore une fois, le message, c'est, je sais que mes collègues français, mes collègues de l'agence ANSM qui participent et représentent la France au MDCG sont très impliqués dans ce suivi rapproché. Donc, donnons-nous du temps, mais en tout cas, avant d'envisager des mesures et surtout une mobilisation générale pour le secteur de façon à étaler et à éviter ce fameux mur rouge que vous nous montrez à l'écran. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ghislain. Merci bien, Monsieur Ghislain, pour ce passage. Et un autre point qui est évoqué régulièrement par notamment les pactes sur les coûts et les délais de l'introduction du RDN dans le paysage. Et donc, dans ce cadre, nous avons présenté les résultats d'une enquête réalisée auprès de 2 organismes notifiés concernant les augmentations de coûts et de délais pour obtenir les nouvelles certifications pour les dispositifs. Nous avons aussi poser une question subsidiaire concernant la possibilité aux organismes notifiés d'accepter de nouveaux clients. Je vais donc repasser la parole à Monsieur Dreux concernant ces réponses. Merci. Alors concernant les coûts, l'évolution des coûts, elle est majoritairement liée à l'évolution de la charge de certification sous règlement en comparaison de ce qui se faisait sous directive. Et principalement sur l'évaluation des documentations techniques, puisque c'est là que les changements majeurs sont intervenus dans le cadre des règlements. L'audit, dans le cadre de l'audit, on transforme un audit de surveillance, de suivi ou un audit de renouvellement en un audit initial. Donc là, il y a un coût additionnel puisque l'audit a une durée, un audit initial sous règlement aura une durée plus longue que l'audit de suivi ou l'audit de renouvellement sous directive qu'il remplace, sous réserve qu'on puisse bien entendu faire cet audit de certification initiale règlement en lieu et place d'un audit directive. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation de la documentation technique, bien là, on a des changements majeurs, notamment pour les dispositifs de classe 2, puisque on va passer beaucoup plus de temps sur une évaluation de documentation technique en comparaison de ce qui se faisait sous directive. Donc, c'est là que se fait principalement, bien entendu, la différence de coût. Concernant les délais, notre expérience aujourd'hui, depuis 1 an de pratique de certification sous règlement, c'est que on va être sur des délais entre 6 mois et 1 an pour la certification, dépendant bien entendu de la qualité et des résultats des différentes évaluations, que ce soit l'évaluation de documentation technique ou la partie audit. Alors c'est vrai que c'est aussi très variable en fonction de la nature des dispositifs, de leur classe de risque.
risque, etc. Et donc, nous, ce que l'on donne comme délai moyen, c'est environ 9 mois entre le moment où on demande, où le fabricant demande sa certification et où il obtient son certificat. Et on recommande de traiter les demandes 12 mois avant les échéances des certificats pour assurer une certaine sécurité et éviter une rupture de certification. Et enfin, concernant le traitement de nouveaux clients, oui, il est important pour nous de ménager de la place dans cette transition pour des nouveaux clients, et c'est ce que l'on fait. On se donne de la capacité pour des nouveaux clients. On ne peut pas consacrer uniquement notre capacité à traiter la transition règlement des clients actuels, et ça c'est important. Et d'ailleurs, pour preuve, on vient de signer un nouveau client pas plus tard qu'hier, donc ce qui démontre qu'on laisse cette place à nos nouveaux clients. Just a short translation for Gary. On the cost, I said that the increase of the cost is mainly related to the increase of the load of certification under regulation. First, the audit and the replacement of survey or renewal audit under directive by an initial audit under regulation. So that increased the time spent on the audit, and mainly the increase of the evaluation of the technical files, especially for class 2 products, which is mainly different from that we did under directive. For the deadlines, we think that we have approximately 9 months to issue a certificate from the application of the manufacturer and the issuing of the certificate, and we recommend to our clients today to apply 12 months before the end of their certificates to be secure for the certification of the products. And at the question if we accept new clients, I said that yes, we have the capacity to accept new clients because we did this choice to be able to take new clients and not only to serve our clients in this transition. Yes, merci, Monsieur Dreux. Yes, Mr. Slack, could you also comment this slide and give you have almost the same answer than Jemed, but what's the particularity of BSI for that? Okay, thank you very much. I think I'm probably going to have a very similar answer to Mr. Dreux and Jemed. From a cost perspective, I agree. There is some additional cost on the quality management systems audit side because of the insistence that MDR audits are to be treated as initial audits, even though often we're doing those on manufacturers that we know very well. I think, like many other organizations, we've actually kept our prices at the same level as 2020, and we have not increased our daily price, but there is obviously an increasing amount of work, as Mr. Dreux mentioned, to meet the requirements of the MDR during the conformity assessment when we're assessing the technical documentation. And we anticipate that to be somewhere between about 40 and 50% increase in the time required. So there will be additional costs for manufacturers. And there are obviously the areas where there's a significant change in the conformity assessment. And again, just to reiterate, some of the class 2 products are the case, and some of the class 2B implantable products that have also been up-classified will require additional work. In terms of do we accept new clients? Yes, we are accepting new clients. I don't think we're in a position to accept every new client that applies, purely because I think of the point we made earlier that there are only 20 notified bodies currently designated compared to 56 just prior to the MDR being introduced. So I think from that perspective, we are generally accepting clients in most areas of our business across all 8 of our technical teams. Okay. From a duration perspective, in terms of time to apply, I would agree. I think 9 months is a reasonable time frame. 8 to 9 months is a reasonable time frame to apply to a notified body. And again, I would always recommend
Similarly, that 12 months prior to the expiry of your certificate or the date of application is the sort of period that you should be trying to maintain and not go less than that, because then you run a risk. Our aim is obviously to make sure we complete all the conformity assessments under the MDR for everybody who applies with BSI. And again, I think the point at the bottom of the slide is also important here, where you have consultations, be they medicines consultations or animal tissue consultations, or where it's an innovative product, or maybe even a legacy product. It depends a little bit on the outcome of the discussions at the moment with the MDCG, where products have to go to the expert panel. You have to build into the fact that you may have a 60-day delay there, which will add to your conformity assessment time as well. So I think very similarly to Mr. Drew, I would say, please go as early as you can, share the cadence with your notified body. One other thing we're undertaking, which we think might be useful, because of the pressure on the capacity within the system at the moment, reality is often we have received technical documentation, and it may be several months before we pick up that documentation to start the conformity assessment. So something that we've introduced recently, which we believe will help, is we will do a completeness check when we receive that technical documentation, which is a quick look in the first 1 to 2 weeks that we have the application with us, just to make sure that there are no obvious gaps in that technical documentation file. So for example, you've missed something obvious. I mean, it could be you don't have a clinical evaluation assessment report in there, or you may not have put in your PMCF plan, so that we don't then pick it up several months later and then find there's a major gap, having wasted several months. So just one practical step that we're taking, but I think my message would be extremely similar to Mr. Drew. Thank you, Mr. Slack. I will translate it quickly. L'idée est que finalement le BSI effectivement a les mêmes réponses que le GMED concernant donc les surcoûts et les allongements pour les certifications. Et Monsieur Slack insiste lourdement, et je sais que ça revient dans tous les débats, sur le poids et la qualité du montage de la documentation technique, qui est une des grandes nouveautés au niveau de la quantité d'items qu'il faut adresser avec le nouveau règlement. Et donc, effectivement, que ce soit, je sais que le GMED le fait aussi, la pré technique avant l'instruction même du dossier est primordiale. Donc, attention justement aux professionnels et aux fabricants de bien se concentrer sur cette documentation technique. Dans ce cadre, je vais demander effectivement aussi les commentaires du committant dans un premier temps, Madame Wurst. Quels sont vos commentaires aussi concernant ces surcoûts, ces allongements de durée, et éventuellement quelles seraient les principales craintes des fabricants, si vous en avez? Oui, merci. Alors, c'est vrai que c'est important, en tout cas, nous, ce que l'on peut constater, c'est sur ce surcoût qui s'ajoute bien évidemment au coût important d'organisation des fabricants, des distributeurs, des importateurs pour la mise en conformité au règlement européen. Alors, bien évidemment, la qualité, la sécurité n'ont pas de prix, mais c'est important pour les entreprises. Qui plus est dans le secteur dentaire, où en grande majorité, ce sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc tout ça, effectivement, est important et à prendre en compte. Alors, c'est quand je vois effectivement la question acceptez-vous de nouveaux clients, heureusement, parce que quand on a uniquement à l'heure actuelle 20 organismes agréés, contrairement à ce qu'il y a dans la directive, il va avoir un certain nombre de nouveaux clients pour ces organismes notifiés, puisque certains étaient avec d'autres organismes notifiés. Donc ça, c'est important. Après, quel va être le choix fait, et c'est le souci pour le secteur dentaire par rapport à d'autres produits, parce que est-ce que tous les organismes notifiés prendront les dispositifs médicaux de la santé bucco-dentaire qui sont en grande innovation? Voilà, beaucoup de fabrication additive. Donc ça, c'est des questions, nous, qui restent de manière importante. L'anticipation, bien évidemment, on l'entend. La préparation, on l'entend. La priorisation, on l'entend. Mais elle est à tous les niveaux. Et pour des petites structures, c'est pas toujours simple, d'autant plus quand on est dans des situations parfois de crise où chaque jour, on a notre lot de complexification, notamment ne serait-ce que
par rapport à toute l'électronique et quand on doit se diffuser un certain nombre de dossiers. Donc voilà, on a effectivement, nous, organismes professionnels, un certain nombre de craintes qui sont celles de nos adhérents et toute cette coordination nécessaire, effectivement, dans tous les opérateurs économiques. Et derrière tout cela, si on parle de crainte générale, et c'est pas uniquement au niveau des organismes notifiés, c'est de savoir si finalement l'utilisateur final, qui est le professionnel de santé ou le patient, comprendra bien tout ça, comment aussi il va en tenir compte, parce que finalement la finalisation, elle est là. Et donc, voilà, ça nécessite une très grande coordination, une très grande communication. Et donc, ces sessions, en tout cas, d'échange, en font partie. Très bien, je vous remercie. De la même manière, je vais demander à Madame Cécile Vaugelat son commentaire concernant effectivement ces surcoûts et ces allongements prévisibles, malheureusement, d'obtention des certificats par rapport au retour de vos adhérents. Oui, alors je risque de redire des choses qui ont déjà été dites. Je pense que le point important, c'est effectivement l'anticipation. Ça l'a toujours été, ça l'est d'autant plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'on parle d'une situation où les organismes notifiés étaient déjà extrêmement chargés, alors qu'ils étaient un certain nombre, et qu'il y avait déjà des retards dans certaines évaluations de renouvellement ou de modification. Donc, ce sont des situations qui s'ajoutent les unes aux autres. On a bien dit que cette période de grâce devait être utilisée au mieux pour permettre une transition qui était celle qui était prévue, c'est-à-dire un poumon, quelque chose qui permette au système de fonctionner et non pas une nouvelle, un nouveau mur à franchir. Alors évidemment, ça s'accompagne d'efforts partout, c'est par les fabricants. Céline l'a dit, on est dans un secteur où on a quand même énormément de TPE et de PME. Et donc, évidemment, ça a un impact certain. Nous, ce qui est clair, c'est que les remontées qu'on a, c'est que ces dernières années, les fabricants ont concentré beaucoup de leur énergie et de leurs ressources sur le secteur réglementaire et qualité, peut-être au détriment, notamment par exemple, de la partie recherche, puisque il y a recherche et développement, il y a toute la partie de remise à jour et de remise à niveau au titre du règlement à faire, tout en essayant de continuer à développer de nouveaux produits. Et puis, on a aussi la situation des nouvelles entreprises, qu'elles soient start-up ou nouvelles entreprises, qui arrivent dans le domaine du dispositif médical et c'est plutôt un domaine très dynamique, on le sait, et qui jusqu'à présent n'avaient pas à se poser de questions, n'avaient pas de produit, donc pas d'ON, mais vont devoir en trouver un. Donc, il est évidemment primordial que les ON augmentent leur capacité, à la fois pour passer leurs clients, mais bien sûr les nouveaux outils. Et comme je vois qu'on est en retard, je laisse la main. Merci beaucoup. Je vais passer la main donc, pour tout ce qui concerne le dispositif in vitro à Muriel. Merci beaucoup Jean-Louis. Effectivement, nous allons aborder maintenant le règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et Madame Boulevin, nous vous remercions beaucoup de partager avec nous les résultats de cette enquête toute récente que vous avez menée auprès de vos adhérents. Donc, cette enquête a été synthétisée sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu les craintes des fabricants, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors en fait, le RDM-DIV, lui, entre en application dans un an, en mai 2022. Néanmoins, donc cela amène beaucoup de craintes auprès de nos adhérents et de nos fabricants. Donc la première crainte la plus importante, c'est un besoin de visibilité qui devient criant sur la notification notamment du GMED, qui est, Monsieur Dreux, l'organisme notifié français, donc celui qui est très attendu par beaucoup de nos fabricants. Les fabricants du DIV, en fait, craignent en particulier des difficultés pour marquer CE l'ensemble des produits de classe B, C et D dans les temps. Pour rappel, en DIV, on était en auto-certification pour 80% de nos produits. On va passer maintenant par un organisme notifié pour 80% des produits. Donc, beaucoup des produits, notamment de classe B, n'ont jamais eu affaire, entre guillemets, à un organisme notifié jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, il y a une très forte crainte de pouvoir être dans les temps pour ces produits, dans le contexte de saturation actuelle des organismes notifiés désignés, puisque je rappelle aussi que sous la directive, il y avait 22 organismes notifiés qui étaient capables donc de prendre en charge les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qu'aujourd'hui, nous n'en avons que 4, ce qui est évidemment extrêmement insuffisant, alors que dans un contexte où tous les produits aujourd'hui, ou à peu près, vont devoir être
passer par un organisme notifié. Nos adhérents craignent également une distorsion de concurrence, du coup, au niveau européen, entre les entreprises qui ont la chance de déjà bénéficier d'un organisme notifié, de toutes les entreprises qui aujourd'hui n'en ont pas encore. La seconde crainte, donc, c'est une discordance d'interprétation dans la classification. Donc, c'est un très très grand sujet dans le diagnostic in vitro, la nouvelle classification des dispositifs de diagnostic in vitro, et ceux qui ont déjà un organisme notifié ou qui en tout cas peuvent déjà se poser sur le sujet observent des discordances d'interprétation alors entre l'entreprise et l'organisme notifié, mais également entre les organismes notifiés lorsqu'ils ont fait appel à plusieurs, et également entre les mêmes auditeurs, enfin entre les auditeurs d'un même organisme notifié. La troisième crainte, donc, qui est aussi très, très prégnante et importante pour nos adhérents, c'est une difficulté pour établir les preuves cliniques parce que nos fabricants rencontrent des difficultés pour établir des preuves cliniques à des coûts et dans des délais qui soient appropriés et raisonnables, notamment pour les legacy devices, puisque les laboratoires évaluateurs, d'une part, sont actuellement fortement mobilisés par la crise sanitaire, et aussi pour ce qui concerne peut-être certains des plus anciens legacy devices qui sont sur le marché depuis longtemps, mais qui néanmoins vont devoir aussi être remarqués sous l'IVDR, eh bien, certains laboratoires n'ont pas forcément envie ou l'intérêt de refaire les évaluations nécessaires. On a également, donc, je rappellerai aussi qu'il nous manque toujours, notamment pour les classes D, des spécifications communes détaillées, et la liste des laboratoires de référence, et que là, c'est extrêmement important. Et puis, juste comme ça, donc, on a un marquage CE qui intervient, donc, enfin, une mise en route de l'IVDR qui intervient en mai 2022. Et en fait, nous estimons que les preuves cliniques devraient être établies au plus tard en octobre 2021 pour être dans les temps, et on en est évidemment loin compte tenu de tout ce que je viens de dire. Enfin, la dernière crainte donc concerne les surcoûts. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais les surcoûts engendrés par l'évaluation des produits. D'une part, parce que évidemment, nous avons un nombre important de legacy devices qui changent de classification et qui donc vont générer des surcoûts, bien sûr. Et puis aussi, on observe des surcoûts, des surfacturations, pardon, qui sont appliquées par certains organismes notifiés pour garantir une certification à mai 2022. Voilà, ce sont les principales craintes de nos fabricants. D'accord, merci beaucoup Madame Boulevin. Est-ce que vous avez une recommandation particulière à formuler pour les fabricants? Oui, alors on en a 4 en fait. Je vais aller vite, je sais qu'on est en retard, mais évidemment, les recommandations à faire pour nos fabricants, ce serait d'avancer tout ce qu'ils peuvent avancer sans attendre l'organisme notifié. Vous comprenez bien que pour nous, c'est un problème majeur d'avoir accès à un organisme notifié aujourd'hui. Donc, il faut se mettre en ordre de marche. Si ce n'est pas fait, prendre contact avec un organisme notifié au plus vite. Mais en fait, l'étude que nous avons faite montre que, en tout cas parmi nos adhérents, 96% des sociétés ont déjà pris contact, au moins un contact avec un organisme notifié. Donc là, ils sont vraiment déjà bien avancés. Comme le disait Cécile Vaugelas tout à l'heure, nous aussi, au CIDIV, ça fait très longtemps qu'on prépare nos adhérents et qu'on les accompagne sur ce sujet-là. Il faut aussi s'assurer d'avoir toutes les compétences nécessaires en interne. On a besoin de nouvelles compétences sous le nouveau règlement. Et donc, c'est l'occasion aussi, évidemment, il est urgent de mettre en place sans tarder des formations si c'est nécessaire. Ce qui est très important aussi, c'est que chaque société se mobilise à son niveau, qu'elle partage ses difficultés avec les autorités compétentes, parce que c'est important pour se faire entendre. En fait, dans le domaine du diagnostic in vitro, on est face à plus qu'un mur, on est face à un tsunami, et c'est vraiment important que chacun se fasse entendre. Et enfin, donc j'en profite pour dire donc à l'auditoire que le CIDIV met en place régulièrement des workshops pour accompagner ses adhérents dans ce chemin. Et donc, bien sûr, j'encourage chacun à participer à ces workshops. Voilà. Merci bien. Écoutez, on va passer très rapidement sur la diapo suivante où nous avions demandé aux organismes notifiés le délai prévisible et finalement on retombe un petit peu sur les délais qui étaient prévus pour les DM. Donc je vais donc ensuite peut-être un rapide commentaire, non, peut-être pas sur ce point-là. Donc 9 mois, c'est ce qu'on avait sur les DM. Est-ce que ce sera tenable? Nous allons donc justement le demander aux organismes notifiés. Mr. Slack, I will start with you while you are the only one who is notified for the IVDR. When you're talking of 9 months for the certification, but what about the wall who is facing us for the next year? Question on the next slide, you will see how will you comment and how you think you will address all this role of this big number of requests for IVDR certification. Okay, thank you. Next slide.
I think this was quite a difficult question. How many IVD applications are going to come in, and the percentage of the total number that we will be able to deal with in the course of the next 12 months prior to May 2022. I'm not sure there is very good data in the market. There's an interesting publication from RIVM in the Netherlands. They looked at the impact on IVDs within the Dutch market that were registered to see what percentage required a notified body, and their data showed it went from 8% just over 82%. So an 8-fold increase in the requirements, so quite significant. I can tell you at BSI we had just over 100 existing IVDD certificates, and we already have more than 400 IVDR applications in process. So you can see there's a significant increase in the requirement there. We will process all the IVD applications we have, but I have to be honest and say we're getting close to being full in terms of our capacity between now and May 2022, which is a challenge for us. And obviously the IVDD transition period is 2024, the same as it is with the MDD as well. So that's also a challenge. I think MedTech Europe showed there are about 19,000 devices. So, these nerve meal devices and Team NB, I think, showed Deuce meal devices will require certification. So it is a huge challenge for manufacturers and also for us as a medical device notified body. I think our data is in line with data from MedTech Europe and also BIVDA, the British IVD Association, and that is that the majority of those applications are in Class B and Class C under the IVDR, and we'll work towards that. I think we have significant concerns around products because a lot of the infrastructure is not in place yet. We're still awaiting common specifications on many of these products. And, the European reference laboratories are not up and running yet as well. So we're about to publish a position paper on our approach to the IVDR over the next 12 months, and that should come out next week. And that'll give a guide to how we're approaching products depending on whether they're already on the market with an IVDD certificate or whether they're new and whether they're novel on the approach that we're going to take. But I think we do share people's concerns here. And of course, the underlying question is, will they move the date of application of the IVDR? And I'm not sure anybody knows the answer to that question at the moment. But I think there's increasing requests to do so. So in summary, I think it's a challenge. We're relatively full in terms of IVDR applications. And I think we have some real concerns here about meeting the timeline. I think that would be the summary from BSI. Ok, thank you very much. Monsieur Dreux, je vous demande bon, on sait que vous êtes en cours de notification. Pourriez-vous nous faire un commentaire très rapide, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai complètement le même point de vue que Monsieur Slack, et donc je vais pas répéter ce qui a été dit. Hein. Je suis complètement aligné sur ce qui a été dit et sur, en effet, la saturation du système à très court terme. Une information malgré tout, c'est que nous attendons notre désignation dans les semaines qui viennent, puisqu'on en est à l'étape finale de cette désignation avec le rapport final de l'autorité compétente qui est attendu sous peu. Alors le processus est un petit peu ralenti par aussi la crise Covid, la saturation de la Commission européenne, puis un petit effet collatéral du Brexit qui a exclu les experts de l'autorité compétente britannique des Joint Assessment Team. Donc ça c'est aussi un petit élément à mettre en plus dans le paysage. Et puis pour répondre aussi à un point sur les industriels qui sont pas aujourd'hui en contact avec les organismes notifiés, il faut quand même bien voir que de nombreux industriels du diagnostic in vitro, même s'ils n'avaient pas à faire appel à un organisme notifié, étaient en relation avec un organisme notifié à travers une certification ISO 13485. Et donc nous, on a aussi le dialogue avec un panel de clients qui est beaucoup plus large que ceux qui sont uniquement certifiés sous directive actuellement. Et donc on mène, nous, les discussions avec tous les industriels, qu'ils soient certifiés directive ou qu'ils soient certifiés ISO
13485. Et aujourd'hui, bon, on est dans les starting blocks pour optimiser le traitement des demandes dès notre désignation et donc dès la fin de je l'espère, de ce premier semestre, avec potentiellement aussi des durées d'évaluation qui seront sûrement moins longues sur le DIF que sur le DM. Très bien. Écoutez, donc un dernier commentaire concernant tout ce point au niveau des DIV. Monsieur Ghislain, quelles sont les mesures qui pourraient être adoptées pour franchir cet obstacle? Ben écoutez, moi je voulais juste rappeler qu'effectivement, il y avait eu un débat pour savoir s'il fallait un grand règlement ou deux règlements séparés. Moi j'aurais préféré un grand règlement. Bon, les conséquences d'un règlement DIF séparé avec un calendrier différent, eh bien, on les voit un peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pris du retard à différents niveaux parce qu'on avait un calendrier plus souple. Alors malheureusement, c'est ce qui explique qu'on est dans une situation où on va avoir besoin de beaucoup de certificats avec un tout petit nombre d'organismes notifiés et les désignations sont donc en retard. Les laboratoires de référence, ça a été dit aussi, ne sont pas désignés. Voilà, donc on est, et évidemment, il n'y a pas eu le report d'un an pour la crise sanitaire, puisque finalement, on n'a pas pu utiliser l'argument de l'urgence, puisque le calendrier était plus éloigné. Si on regarde bien tout cela, et on vient d'entendre les organismes notifiés, il y a une vraie inquiétude sur la capacité de faire tout cela. Donc moi, je pense que, pour le coup, il ne serait pas étonnant que, à travers les travaux de suivi du MDCG avec la Commission, émerge l'idée de trouver peut-être une mesure qui permettrait de faciliter l'atterrissage. Alors, quand je dis cela, c'est sûrement pas de reproduire ce que l'on a fait pour le RDM, où on a vu qu'on a aussi créé une espèce de mur, hein, sans se donner les moyens de le franchir facilement. Donc voilà, donc je n'ai pas la solution, mais il est assez probable qu'il y a quelque chose à faire. Je crois savoir que le Parlement européen commence un petit peu aussi à se mobiliser dans cette voie. Donc, bien, nous allons regarder attentivement. Ce que je sais, c'est que les autorités au sein du MDCG et notamment mes collègues de l'agence française suivent avec très très grande attention l'évolution de la situation. Et là, pour le coup, autant pour le RDM, ça ne me paraissait pas du tout probable, ni d'actualité en tout cas, une mesure nouvelle, mais par contre, là, en matière du RDIV, mais en même temps, voilà, même s'il y aura un ajustement à faire, je crois que l'essentiel est que personne n'attende un éventuel ajustement et que tout le monde travaille au mieux, là encore, de façon coordonnée, planifiée et anticipée. Je vous remercie. Très bien, c'est le message principal. Bien, écoutez, nous allons donc passer de cette session sur le DIV vers des témoignages de fabricants. Je laisse la main à Muriel. Oui, merci Jean-Louis. Nous allons maintenant aborder le témoignage de Madame Monique Grandet de Guénin qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Donc je rappelle que la société établissement M Grandet fabrique des dispositifs ORL, dont des sondes trachéales et également des instruments de chirurgie et de liposuction. Les dispositifs sont en classe 2A et en classe 2B. Et Madame Grandet de Guénin nous remonte que certains fabricants se retrouvent piégés si leur organisme notifié n'est pas encore notifié selon le RDM. Alors, pour illustrer ce point, vous voyez ici une diapositive avec le certificat des établissements Grandet qui expirait le 11 mai 2021. Donc, c'était le certificat numéro 1. Donc, on était très proche de la date d'application du règlement. Les établissements Grandet ont dû vraiment faire le forcing auprès de leur organisme notifié pour obtenir un nouvel audit et le renouvellement de leur certificat suffisamment tôt pour que ce certificat puisse être émis au titre de la directive. Donc c'était un certificat CE, donc le certificat CE numéro 2 qui maintenant expire en 2024. Donc ils ont pu obtenir vraiment
assez tardivement, et donc c'était un planning très serré, leur certificat qui leur permet d'aborder la suite un peu plus sereinement, sachant que leur organisme n'est toujours pas notifié au titre du règlement, même s'il est membre de Team NB. Et donc, si le certificat n'avait pas pu être réémis avant le 26 mai 2021, en fait, les établissements Grandet auraient été dans l'impossibilité de trouver un organisme notifié qui puisse prendre leur dispositif en charge au titre du RDM. Donc ça, c'est vraiment une difficulté concrète que heureusement ces établissements ont pu contourner. Mais maintenant, si on prend un peu plus de recul, donc dans la diapositive suivante, vous voyez que on a de la période de grâce qui donc s'étale du 26 mai 2021 jusqu'à mai 2024. Alors, j'ai bien compris que c'était pas du tout c'est pas une période qui est faite pour patienter et se réveiller seulement en 2024, bien sûr, mais c'est une période justement qui doit permettre de gérer en douceur la conversion, si je puis dire, des certificats CE en certificats UE. Mais encore faut-il avoir un organisme notifié qui soit notifié au titre du RDM. Et comme on l'a vu, un certain nombre de certificats vont expirer au cours des années qui viennent, et certains fabricants vont certainement se trouver en difficulté puisqu'ils n'auront pas leur organisme notifié qui sera notifié à temps au titre du RDM. Alors, est-ce que vous avez des options, des solutions à proposer pour ces cas de figure? Je me tourne en particulier vers nos organismes notifiés présents dans cette table ronde. Alors, concernant le traitement en effet de cette certification, il est important d'étaler, comme on l'a dit, hein, je le redis, d'étaler les demandes, et de traiter, de bien analyser sa gamme de produits, de la classer par catégorie ou groupe générique en fonction de la classe de dispositif, et puis d'introduire donc des demandes de certification par catégorie ou par groupe générique qui nécessiteront à la première fois un audit le plus complet possible, et si possible qui couvrirait l'ensemble des catégories, et puis donc un échantillonnage, une évaluation de documentation technique par échantillonnage dans la catégorie ou groupe générique, et puis ensuite de progressivement ajouter des dispositifs dans les catégories certifiées ou ajouter des catégories ou groupes génériques certifiés. Voilà comment il faut aborder toute la période de transition pour ces certifications, et traiter en effet toute sa gamme de produits, en ayant peut-être aussi fait l'analyse des produits qui ne seront pas maintenus au-delà de 2024, parce qu'il est aussi nécessaire de faire un peu de ménage dans sa gamme de produits. Oui, bien sûr. Merci, Monsieur Dreux. Mr. Slack, what can the manufacturers do if their notified body is not notified for MDR yet, whereas their EC certificate expires in September 2021, for instance? What could they do? Could they go to BSI, or what's the option? I think it's a challenge, and we are, and I think Mr. Drew said the same thing. We are taking applications from manufacturers. Applications now for the MDD have passed, really. I think obviously you're not going to get an MDD application through between now and 10 days time, so that's gone. In terms of the MDR, yes, we are taking applications, and I think the timeframes are in line with what we mentioned earlier in the discussion. You know, it's probably going to take you something around 9 months to get an application through the MDR. In terms of the grace period for existing MDD certificates, obviously, you can run those out until May 2024, but that is a consequence of knowing that it's a stable product, and you're not going to make any change that affects the design of the product or the intended purpose of that product. Or design changes, or changes which are made just to meet the requirements of the MDR. All three of those are allowed, but anything else will trigger an MDR application. So therefore, there will be an increasing number of applications required, even for products which have got MDD certificates out into 2024. So yes, we can still accept some. And I would say it's quite risky not looking for a new notified body if they're still not designated, because if you look at the timelines from the Commission, there is not a significant number of notified bodies awaiting to be designated very soon. Some of those designations are still quite a long way out.
So yes, I would say potentially look for another notified body. OK, thank you very much. Pour résumer très, très brièvement, on peut donc se baser sur les délais de certification qui ont été évoqués précédemment, donc le délai de 9 mois et de 12 mois qui sont recommandés. Donc, il faut vous mettre en contact le plus tôt possible avec un organisme notifié pour anticiper les renouvellements, enfin l'obtention de certification UE. Et je rappelle, merci Monsieur Slack, que effectivement la période de grâce sous-entend qu'il n'y a pas d'évolution significative dans la destination ou dans la conception du dispositif. Donc il faut rester vigilant. Si vous avez des dispositifs qui ont des certificats directifs, il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Juste un petit point à préciser aussi, comme il indique, de ne pas non plus attendre que votre ancien organisme notifié le soit de nouveau, puisqu'effectivement, ça bouchonne un petit peu aussi au niveau des nouvelles notifications et qu'il n'y aura plus beaucoup de nouveaux organismes notifiés à très court terme. Donc, s'il faut changer, allez-y, changez de Notify Body plutôt que d'attendre des miracles. Merci Jean-Louis. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Cyril Prudhomme. Alors, Monsieur Prudhomme, je rappelle que vous êtes directeur R&D de la société Moria, qui conçoit et fabrique des instruments et équipements destinés à la chirurgie ophtalmologique. Vous avez plus de 1200 références produits qui relèvent des classes 1, 1R, 1M et 2A. Et vous réalisez 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en distribuant dans plus de 100 pays. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles sont les 2 principales difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre du RDM? Donc, oui, bonjour. Donc, dans ce que je disais, que la difficulté principale pour Moria, c'est bien évidemment la mise en conformité de toute la documentation technique. Savoir qu'aujourd'hui, on a donc un catalogue produit de plus de 1000 références réparties sur une vingtaine, 20, 25, 30 DHF et DT en fonction de comment on va découper tout ça. Donc, ça s'est traduit chez nous par la mise en place d'un plan de mise en conformité sur 4 ans, 2019 à 2023. Des recrutements en CDI, en CDD, des consultants, beaucoup de stagiaires. En fait, beaucoup de monde chez nous pour venir traiter cet enjeu et cette problématique. Aujourd'hui, ça représente quasiment 75% passés par nos équipes R&D. Et donc, c'est assez compliqué de maintenir les gens motivés sur ce genre de thématique de rattrapage d'existants. Et ça reste un véritable frein pour nous sur la période 2019-2023 à l'innovation et la mise sur le marché de nouveaux produits et la réponse à nos nombreuses demandes de clients qu'on ne peut pas satisfaire puisqu'on est obligé d'affecter quasiment les 3/4 de notre sur ces mises en conformité et mises à jour de documentation technique. Donc ça, c'est notre principale difficulté. La deuxième difficulté qui a déjà été évoquée dans les présentations et dans les slides précédentes, un petit peu le manque de visibilité sur les créneaux d'enregistrement. Nous sommes au G. On sait que cette année, on a un créneau pour passer quelques dossiers d'ici décembre en soumettant les dossiers techniques pour avant fin juillet. Donc on sait qu'on va pouvoir peut-être passer 1, 2, 3 dossiers. Relativement inquiet sur comment on va pouvoir passer les 20, 25 dossiers suivants sur la période 2022-2023. Je ne parle pas de 2024, puisque quand on voit le mur de certificats qui arrive à expiration, on se dit qu'on a peu de chances qu'on puisse passer des dossiers en 2024. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et on ne sait pas trop comment le GMED va arriver à gérer tout ça. D'accord, merci. Et est-ce que vous auriez des recommandations à faire? Donc, en termes de recommandations, je pense que déjà la chose la plus importante, c'est de faire de ce projet un vrai projet d'entreprise et d'aller décliner les analyses d'impact dans tous les services afin d'avoir une vraie vision exhaustive de l'enjeu et de l'ampleur de la tâche. Je ne pense pas que ce soit juste un sujet réglementaire. Il y a vraiment des implications sur un certain nombre de services et ça doit être au niveau comité de direction avec un pilotage assez et une priorisation très forte de ce projet de passage au nouveau règlement. Après, en autre conseil, bien sûr, ce qui a déjà été dit, c'est d'arbitrer sur les portefeuilles produits dans la mesure du possible face à l'augmentation des coûts d'enregistrement, pour voir l'intérêt de conserver certaines gammes. Staffer à la hauteur de l'enjeu,
Bien sûr, il faut que ce soit assez facile à lire, il faut que ce soit possible, il faut que les budgets en face soient présents. Et je pense qu'en dernier conseil, ce que je pourrais conseiller, donc, c'est de réinventer un petit peu les stratégies marketing et de développement. Parce que si je prends par exemple notre activité, on est beaucoup sur du custom, de la réponse à de la demande client unique pour faire plaisir, pour essayer d'augmenter notre réputation vis-à-vis de tel ou tel chirurgien. Je pense que c'est une stratégie qui a bien fonctionné par le passé, où les marges étaient très très confortables et les enregistrements plus faciles, en tout cas sur la zone Europe. Aujourd'hui, le marché européen n'est pas quand même le meilleur marché en termes de marge, par rapport aux États-Unis. Et donc, je pense que continuer comme on faisait par du custom avec des chiffres d'affaires extrêmement faibles, je pense pas que c'est une stratégie qui est. Donc, il y a tout un pan de stratégie marketing à réinventer de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Prudhomme. Je vous passe la main, David, pour partager les résultats de l'enquête qui a été effectuée auprès des participants. Donc, sur les résultats de l'enquête, donc on a réalisé auprès des participants à la table ronde qui se sont donc connectés ce matin en début de session. On avait donc cinq questions qui étaient posées sur ce questionnaire. La première était donc la typologie, la provenance des personnes de l'assistance. Donc, on a 52% de fabricants de dispositifs médicaux présents, 7% de fabricants de DMDIV, 3% de distributeurs, 2% d'importateurs et 36% d'entre eux qui se sont positionnés sur la case autre, donc pour lesquels on n'a pas forcément une typologie précise. La deuxième question qui était posée pour les fabricants de DM était de savoir quelle année demanderez-vous le marquage CE selon le RDM. Donc les réponses sont assez claires et assez partagées. 33%, un tiers d'entre eux 2021, 40% d'entre eux en 2022, 12% d'entre eux en 2023 et 15% d'entre eux en 2024. Concernant les fabricants de DMDIV, serez-vous prêts pour le 26 mai 2022? Question oui à 73%, non à 27% en termes de réponse. Quatrième question, avez-vous désigné une PCVR? Oui à 39%, non à 61%. Et enfin, dernière question, fabricant de DM de classe 1, êtes-vous prêt pour le RDM? Oui à 43%, non à 57%. Merci beaucoup, David. Monsieur Dreux? Un commentaire sur l'étalement des demandes des premières demandes de certification selon sous règlement. 15% des participants qui pensent passer uniquement en 2024, ça c'est trop. Hein, c'est vrai que il y a un risque fort, compte tenu des délais qu'on a annoncés, et même s'il y a une courbe d'apprentissage et si on est capable de certifier sur des délais plus courts en 2023-2024 qu'aujourd'hui, 15% des fabricants qui entameraient leur démarche de certification uniquement en 2024, comme 2024, ça sera réduit à 5 mois, puisque l'échéance finale, ça sera le 26 mai 2024, et bien là, ça risque de provoquer des ruptures de certificat pour ces fabricants-là. Donc, c'est un risque qui, à mon avis, est trop important pour être pris. Donc, ça veut dire que initier sa démarche de certification, sauf si vous êtes sur un dispositif de classe 1S ou 1M, dans quel cas il n'y a pas d'évaluation de documentation technique, le risque est très très fort. Merci, Monsieur Dreux. Oui, juste un petit point, si je ne suis que modérateur, je note par contre cette faible participation, faible désignation des PCVRR, donc PRC. Vous voyez ici l'association qui a été créée il y a maintenant plus d'un an, début de l'année dernière, pour fédérer effectivement cette nouvelle fonction. Je sais que la NSM a encore insisté, pas plus tard qu'hier, sur la mise en place de cette personne chargée de la surveillance et de la vigilance. Cette personne doit prendre aussi vraiment en main le règlement. Une casquette qu'on va poser sur la tête de quelqu'un, et éventuellement la personne qualité, qui a priori ne devrait pas être la même, le responsable qualité, que la PCRR. Donc, je vous enjoins de le faire au plus vite, et il reste une semaine
pour le faire et que les gens vraiment absorbent ou essayent d'absorber la partie du règlement qui les intéresse parce que c'est quand même un gros morceau et effectivement, cette nouvelle fonction est loin d'être évidente. Et puis, je vous enjoins, j'en profite un petit peu de publicité, à nous rejoindre Team ERC. On a un stand dans Medinov et on a un site. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci Jean-Louis. Et juste un petit commentaire aussi sur le degré de préparation des fabricants. Donc les fabricants de dispositifs de classe 1 qui sont concernés par la date du 26 mai 2021, sauf si leur dispositif change de classe, eh bien eux annoncent ne pas être prêts, en majorité, pardon, ne sont pas prêts. Donc il faut redoubler d'efforts, je pense. Et peut-être que parmi les questions qui ont été posées, on va trouver des sujets qui correspondent à ces points. Donc, en régime croisière normale, combien de certificats les organismes notifiés émettent-ils chaque année et quel est le coût d'une certification? Mr. Slack, how many certificates can BSI provide per year, approximately? Difficult question. we currently have about 4,000 existing certificate holders. So, assuming that they're renewed every 4 or 5 years, then we're looking at probably 1,000 plus per year, something like that. Okay, thank you. And Ogemed? C'est une très bonne question, mais je ne sais pas vous répondre. Je les compte pas en fait, et je ne sais pas s'il faut compter par nombre de certificats ou plutôt par type de DM certifié. Donc là, non, je suis incapable de répondre à cette question. Et pour le coût d'une certification. On parle déjà d'un coût sur un cycle complet de 5 ans, hein, puisque le règlement impose la signature d'un contrat de certification donc sur une durée qui est en général de 5 ans, alors avec des conditions de sortie bien entendu pour chaque partie, comme tout contrat. Et donc il y a bien entendu un coût d'évaluation initiale, donc un audit initial, un premier audit qui, s'il peut couvrir toute la gamme des produits qui seront certifiés durant les 5 ans, bah, c'est déjà un gain significatif. Et donc des évaluations de documentation technique, de chaque documentation technique de dispositif de classe 3 et des évaluations par échantillonnage des documentations techniques classées par catégorie pour les classes de A et par groupe générique pour les classes de B. Donc après, bah, bien entendu, tout dépend de l'étendue, tout dépend de l'étendue des gammes, tout dépend du nombre de classes 3 à certifier, tout dépend de l'échantillonnage à réaliser dans chaque catégorie, de la façon dont on va le faire. Donc, en termes budgétaires, on pourrait parler de budget entre 50 et 100 000 euros sur la première année et peut-être après 50 000 euros chaque année. Mais c'est très, très difficile hein, de donner des chiffres précis. Ok, j'ai une deuxième question qui est revenue aussi à pas mal de reprises. Je vais vous la lire de manière brute. La soumission selon le nouveau règlement se fait selon 3 rounds de questions-réponses maximum. Si au bout du 3e round, les questions ne satisfont pas l'organisme notifié, que se passe-t-il? Ça, ce sont des dispositions qui sont Notified Body dépendants. Donc, c'est chaque Notified Body qui choisit le nombre d'allers-retours qu'il accepte dans un processus de certification. Et donc, il y a certains Notified Body qui peuvent avoir décidé qu'au bout d'un certain nombre d'allers-retours non satisfaisants, c'est retour à la case départ. Et d'autres qui ne sont pas dans cette disposition-là. Oui, j'avais cru apprendre que ça devait être noté sur Eudamed aussi, ces allers-retours. Non, ce qui est noté sur Eudamed, c'est l'acceptation ou le refus dans l'étape préalable de revue, dans l'étape de revue de demande. Donc, il y a une étape préalable à la certification qui est décrite dans le règlement. J'invite tout le monde à aller lire l'annexe 7 hein, du règlement sur ce point-là. Et donc là, il peut y avoir un refus à l'issue de cette étape-là. Et ensuite, donc il y a le processus de certification. Et si on aboutit à un refus de certification, oui, c'est aussi à nouveau remonté dans Eudamed. Muriel, on a
terminer, puisqu'on a un peu dépassé depuis Oui. 10-15 minutes. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des participants à cette table ronde. Je voudrais bien entendu remercier Muriel et Jean-Louis pour cette animation. Ça a été un très très beau débat. Je voulais tous vous remercier pour le temps que vous avez consacré, la préparation de cette table ronde qui a été aussi beaucoup de travail pour Jean-Louis et Muriel, et voilà, pour votre présence. C'était un plaisir pour cette ouverture. Et un petit coup de chapeau à Denis Durand-Vieille qui a aussi largement participé. Merci à lui aussi. Et à structurer tout ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Thank you, Mr. Slack. Merci. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.